Mais évidemment, vous savez, je vous le dis ça simplement aujourd'hui. Oui. Mais au moment où ça se produit, ce n'est pas facile. Oui. Vous Et voyez? puis il y a des anecdotes aussi dans votre ouvrage. Alors c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est un peu comme, je veux dire, pas une salade. Ce serait peut-être, c'est pas le mot qu'il faut, mais je veux dire un bon mélange, en tout cas un cocktail Oui, où effectivement il y a du professionnel. On a une démarche qui est clairement exposée et d'ailleurs de façon très accessible. Ça il faut aussi le dire. C'est un livre qui est vraiment à portée. Hein. Même mon niveau médiocre me permet de bien comprendre effectivement. Mais il y a ces aspects techniques, ces aspects, je veux dire, mais organisationnels. Et puis, oui, puis il y a toutes ces anecdotes. Je veux dire, cette belle demoiselle, cette belle femme, enfin, jeune dame aussi, l'histoire de cette jeune dame qui m'attendait. voilà, qui t'attendait. Ah Enfin, oui, ça faisait pas longtemps que j'étais là. Et je pense qu'il y avait un peu une coutume qui consistait à créer probablement des compromissions. Oui. Hein, pour des gens qui étaient d'un certain niveau. Oui. Donc, comme j'arrivais là, et puis mais je pense qu'on m'a envoyé une jolie dame sortie du bureau qui m'a approché, qui m'a dit je voudrais voir le nouveau directeur général. Oui. Ah, j'ai dit écoutez, moi je ne l'ai pas vu, hein, je pars maintenant. Elle me dit oui, mais c'était noir. Vous voyez? Oui. Ah, je dis, écoutez, je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Donc, comme je conduisais moi-même ma voiture, elle a eu la conviction que ce n'était pas moi. Oui. Vous voyez? Donc, je suis monté dans ma petite voiture et puis je suis parti. Oui. Vous voyez? Voilà, donc cette tentative-là a échoué. Et je pense que oui, les gens ont compris que des passages aussi avec travailler sur le... Oui, des amulettes, des gris-gris, une Ah histoire oui, aussi oui. comme ça. Ah oui, je trouvais souvent sur les trajets de ma voiture je sais pas, des colas, des espèces des fruits verts cassés, vous voyez. Et mon chauffeur avait toujours la crainte de passer dessus. Des écrasés. Au-dessus, oui. Alors, je voyais toujours qu'il faisait des... J'ai dit, mais ça allait où? Mais passez. Il dit, non, 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 parce que non, vous savez, ça là, c'est pas bon. Vous voyez? Oui. Alors, à un moment donné, il a rencontré, il dit, vous passez dessus. Il m'a dit, c'est pas bon du tout. J'ai dit, mais vous passez dessus. Oui. Et puis, il est passé dessus, vous voyez. La fois d'après, j'ai dit, vous écrasez. Et puis, il a écrasé. Et puis, je pense que ça lui a fait perdre un petit peu de sa superstition. Oui. Il a dit, vous savez, la vie, chacun se défend. Oui. Donc, ça, c'est la façon de ceux qui ont perdu, de se défendre. Oui. L'essentiel est qu'ils ne veuillent pas me tuer. Oui. Mais s'ils ne s'en tiennent qu'à leurs amulettes, c'est pas très grave, vous voyez. Voilà, c'est un peu comme aussi à la morgue, les chambres froides. Oui. Mais là, c'est beaucoup moins drôle. Oui. C'est-à-dire, j'ai assisté à l'enterrement d'un collègue, et je suis arrivé là et le corps sentait mauvais. Oui. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de chambre froide, vous voyez. Et donc, j'arrive là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah oui, mais c'est le local, mais il n'y a pas de chambre froide. Donc, on est obligé d'enterrer tout de suite. J'ai dit, en 40 ans d'existence, il n'y a pas de chambre froide ici. Oui. Une ville comme ça, où il y a la CBG, où il y a l'hôpital comme ça. Vous voyez? Dès que je suis arrivé au bureau, j'ai commandé immédiatement. Vous voyez, 4 compartiments de chambre froide et un dispositif de transport réfrigéré. Oui. Voilà. Et comme ça, si quelqu'un meurt qui doit être enterré à Zéro-Corée, il faut qu'on puisse l'y envoyer sans contaminer les gens. Vous voyez? Alors évidemment, je n'ai pas demandé la permission. Hein. Et on m'a reproché, j'ai dit, écoutez, c'est ça comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me licenciez. Oui. Mais moi, je ne peux pas vivre avec les gens dans l'indignité. Oui. Vous voyez? Donc voilà, si vous voulez, ça fait partie, c'est comme la saleté au niveau de l'usine de Kamsar, vous voyez, où il y avait une poussière considérable. Et donc, j'ai décidé de faire cimenter l'usine, bétonner pour réduire la nuisance, vous voyez. Et les autorisations ne venaient pas. Alors j'ai écrit, j'ai dit voilà, je vais commencer les travaux. Si vous n'envoyez pas les autorisations, vous envoyez ou non. Parce qu'il faut traiter aussi les gens qui travaillent ici comme on les traite dans les pays européens. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence. Oui. Alors, dès que j'ai commencé les travaux, les autorisations sont venues. Vous voyez? L'essentiel aussi, moi, c'est un matin de travail, c'est de savoir ce que vous voulez. Oui. Et d'avoir conscience que vous travaillez pour le plus grand nombre. Oui. C'est ce que j'appelle la conscience collective de la responsabilité individuelle.
je ne me départis jamais de cela, vous voyez, en toutes circonstances. Et sincèrement, je me fiche du jugement qu'on peut avoir sur moi si j'ai conscience que j'ai agi pour le plus grand nombre. Bien, alors ça d'ailleurs, il y a une phrase dans l'ouvrage. Alors tout ce que je dis, c'est dans l'ouvrage. Vous pouvez vous en procurer. Donc l'ouvrage a été publié chez l'Harmattan Guinée, donc disponible aussi chez l'Harmattan, à la librairie de l'Harmattan Guinée. Alors je veux dire, il y a cette phrase effectivement que j'ai trouvée dans l'ouvrage, c'est « Le patriotisme ne se chante pas, il se vit ». Voilà, ça corrobore un peu avec ce que vous dites. C'est quelque chose qui doit être à nous. Oui. Hein, c'est-à-dire, on n'apprend pas le patriotisme. Oui. Il doit être intégré à l'éducation, à la scolarité. Mais lorsqu'on ne scolarise pas, oui. Vous ne pouvez pas enseigner le patriotisme. Et on devrait avoir aujourd'hui, en Guinée comme ailleurs en Afrique, notre retard vient du fait que nous n'avons pas travaillé sur la scolarisation de masse et de qualité. Oui. Évidemment, nous avons travaillé souvent sur ce qu'il y a de plus facile, les recettes minières, comme ça on peut les détourner facilement. Oui. Mais évidemment, travailler sur l'éducation, l'agriculture, la pêche, c'est pas évident. Mais ça demande des c'est sacrifices. beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Oui. Mais nous n'avons pas commencé par là, nous avons commencé par le plus facile. Et j'entends souvent des séminaires, renforcement de capacité, renforcer les capacités de ceux qui sont là aujourd'hui. Mais ceux qui sont nés et qui ne vont pas à l'école, oui. ou qui vont dans de mauvaises écoles, quelle capacité on va renforcer chez eux, puisqu'ils n'en auront pas. Vous voyez? Et ça, c'est le problème que nous avons. Bien, mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, Kemoko Touré, l'auteur, avec nous pour en parler. Donc à présent, je vais essayer de... On va parler effectivement, c'est une mission. Vous vous êtes fixé un cap, des objectifs qui étaient clairs. Oui. Et puis effectivement, l'ouvrage nous apprend effectivement, il y a une liste, on va dire une longue liste des réalisations, des choses qui ont été effectivement faites. Et puis alors, de la lecture, on s'aperçoit que c'est vérifiable parce que bon, effectivement, voilà, vous indiquez tout est clair, chiffré. N'importe quel travailleur CBG peut voilà, oui, effectivement, il y a les dates et tout. Je voulais revenir un peu, que vous reveniez un peu sur ces actions, les grandes de mémoire, ce que vous avez fait. Et puis surtout, c'est aussi il s'agissait de la production, l'augmentation de la production. Effectivement, vous dites dans l'ouvrage que vous avez réussi par l'organisation, la bonne gestion. C'est ce que le lecteur retient. Vous avez réussi à augmenter justement cette production sans forcément faire d'extension. Sans investissement supplémentaire. Oui, oui. En fait, c'est que nous stagnions entre 9 et 10 millions de tonnes lorsque je suis arrivé. Par an. Et cela faisait des années, vous voyez. Et c'était normal, vous voyez. Et les revenus de la Guinée aussi plafonnaient, puisque nous plafonnions au niveau du volume. Et m'apercevant que la Guinée n'a que ça comme revenu, j'ai dit, il faut augmenter ses volumes, si on veut que la Guinée gagne plus d'argent. Les partenaires aussi en gagnaient, mais comme ils n'ont que 35% des résultats, eux, après, ils transforment en alumine. Oui. Et plus tard en aluminium. Ils peuvent aller de 5 à 10 fois les bénéfices. Donc on n'était pas du tout à la même échelle. Ce n'est pas les mêmes enjeux pour les partis. Pas du tout, parce que eux, c'était plus le financement de ce qu'ils allaient faire après. Mais la Guinée, c'était fini, ses revenus étaient terminés. Une fois qu'on leur avait versé, c'est 65%. Donc pour moi, il fallait augmenter ces volumes et passer de 10 à 15 millions. J'ai fixé le cap de 15 millions, pas par hasard, parce que j'avais analysé, je suis quand même technicien d'origine, donc j'ai analysé avec les différents responsables techniques les capacités installées et les capacités possibles. Vous voyez? Et ça m'a amené à la conclusion qu'on pouvait produire 15 millions sans changer les équipements de base. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Voilà, donc ça c'était fait avec les responsables, vous voyez, qui étaient là et qui acceptaient le fait précédent. Et donc j'ai fait le tour, j'ai commencé à faire le tour de l'ensemble des ateliers. Chaque atelier, chaque bureau, j'ai visité. J'ai discuté avec tout le monde. J'ai dit voilà, et vous êtes des privilégiés en Guinée. Vous avez des salaires qui sont beaucoup plus élevés que la moyenne des Guinéens. Vous vivez bien. Donc je serais absolument
exigeant sur le comportement éthique. S'il y a du vol, il y aura licenciement. Oui. Voilà. Mais en revanche, je vous demande une performance. C'est de passer de 10 à 15 millions. Et si vous passez de 10 à 15 millions, vous aurez des récompenses que vous n'en avez jamais eues. Oui. Et donc, j'ai fait une sorte de pacte avec... évidemment, à l'époque, j'avais aussi des problèmes, parce qu'il y a des organisations syndicales aussi. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas trop de choses aller trop vite. Bah oui. Bon, mais ça fait partie de la vie de l'entreprise. Mais toujours est-il que les travailleurs ont adhéré à cette philosophie. Et puis, au bout de... Je suis arrivé en début 2010, et en 2012 déjà, ils avaient fait 13,50. Ah oui. Au 2010, ils avaient fait 14,50. Vous voyez? Oui. Donc, j'ai donné à chacun, j'ai multiplié les primes annuelles de 500 000 qu'ils avaient, les primes de 5 millions, j'ai multiplié par 10 leurs primes. Vous voyez? Et j'ai dit, voilà, à 15, vous aurez la même chose. Voilà. Oui. Et donc, les gens sont habitués à cette performance. Et même parce que motivés, au moment où je partais, ils me disaient, si vous voulez qu'on fasse plus, on fait. Je dis non, parce que là, on va casser les machines. Oui. Parce que ça fait 40 ans que ces machines existent. Maintenant, il faut travailler sur l'extension. Oui. Et donc, j'ai travaillé avec les autorités ministérielles, avec les conseils d'administration, avec les collaborateurs de la CBG, à construire un projet d'extension. Et ce projet d'extension est actuellement en cours. Vous voyez? Bon, il a pris de retard, mais bon, moi, je ne suis pas le genre, sans moi, le chaos. Chaque successeur fait avec ses moyens, avec ses capacités, avec les interlocuteurs qu'il a. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce qui est important, c'est que l'on avance. Oui. Et l'extension est en cours. Et aussi, puisque j'avais à l'époque l'ambition que cette société fût la première au monde dans son domaine d'activité, j'avais lancé un programme ISO, certification ISO. Oui, tout à fait. Et, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire gestion, fabrication, environnement, sécurité, système d'information. C'était fou. Oui. Même les partenaires m'ont dit, mais c'est complètement fou, ça ne s'est jamais fait ailleurs, vous voyez. Oui. Donc on l'a lancé. Et puis mes successeurs ont eu la sagesse de laisser continuer. Et les responsables à qui j'avais confié ceci en étaient passionnés, ils ont laissé continuer. Ben oui. Et 2 ans après mon départ, la CBG a eu toutes les certifications. C'est la première fois en Afrique. Engagé. Oui. C'est incroyable. C'est la première fois en Afrique, vous voyez. Oui. C'est la preuve que l'on peut y arriver si on a vraiment envie d'y arriver. Oui. Vous voyez. Mais il faut avoir envie d'y arriver, mais se débarrasser surtout de ces intérêts individuels égoïstes qui se traduisent globalement par la corruption. Et c'est ça qui tue notre capacité à générer les ressources dans nos pays. Et même qui tue aussi le génie, parce qu'effectivement, le système installé, tout le monde sait, et évidemment, il n'y a aucune raison pour que l'on se passe. Et le système de corruption, c'est un système de complicité. Donc ça signifie que le corrompu ne veut dans son système que des personnes qui acceptent le processus. Et le génie, en général, est assez rebelle. Donc la corruption n'aime pas les génies. Non. Vous voyez? Et les médiocres finissent par triompher. Parce que l'argent facile, on y prend vite goût. Vous voyez? Et souvent, vous avez dans les pays très très riches qui n'avancent pas, comme presque pratiquement tous les pays d'Afrique noire. Vous voyez? N'importe quel pays aussi riche que la Guinée, le Gabon, la Côte d'Ivoire, vous trouveriez en Europe ou en Amérique, serait aujourd'hui un pays développé. Complètement. Vous voyez? Complètement. Voilà. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre. Donc effectivement, l'ouvrage « Mes années passées à la tête de la CBG », donc la compagnie des bauxites de Guinée. C'est le titre donc de l'ouvrage de M. Kemoko Touré, effectivement donc l'auteur, et qui est donc avec nous. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer à la rubrique marque-page, même si effectivement, je me suis permis de lire quelques extraits. Alors, à présent, le marque-page sur l'ouvrage, je cite, « Mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée ». C'est parti.
Marque-page, première partie, page 110. La seule dimension politique attachée à ma personne, alors que je dirigeais la compagnie des bauxites de Guinée CBG, concerne un entretien avec le président de la République élu en 2010. Nul n'ignore en effet que dans les premiers jours de l'élection de M. Alpha Condé à la magistrature suprême le 7 novembre 2010, la capitale Conakry bruissait de ces rumeurs dont seule cette ville a le secret de fabrication. Le futur président avait, paraît-il, pris des engagements auprès d'organisations de lobbying qu'étaient les coordinations régionales et dans ce cadre, il devait choisir le Premier ministre au sein du groupe social dit Soussou. Je précise que ce groupe est certainement celui dont la composition est la plus hétérogène de la République de Guinée. En effet, la langue Soussou dominante dans la Guinée maritime est le produit ou la synthèse de quasiment toutes les langues parlées dans le pays, résultat auquel il faut ajouter les emprunts faits au français et à l'anglais. Pour ma part, je pense que le Soussou est le résultat des déformations subies par la langue mandingue, parlée à l'origine par les migrants de la Haute-Guinée vers la Basse-Guinée. Migrants qui traversaient toutes les régions du pays avant de s'installer en divers endroits habités de la côte. Tout en conservant leur langue d'origine, les populations côtières adoptaient de gré ou de force ce fameux dialecte qui était devenu la langue des échanges commerciaux et qui consistait pour tout le monde un trait d'union. Fin de citation. Donc ça, c'était un petit extrait, mesdames et messieurs. Allez, on va dans la foulée passer à un autre. J'ouvre au hasard et là, je tombe sur le chapitre 5. Quelques souvenirs. Au cours de mon mandat, je serai, et c'est la page 67. Au cours de mon mandat, je serai confronté à quelques situations cocasses qui pourraient présenter un intérêt de fait divers. Quelques jours après ma prise de fonction, en sortant du bureau tard le soir, on en a parlé tout à l'heure, je tombe au hasard là-dessus, Oui. je croisais devant l'entrée de l'immeuble de bureau une très jolie jeune fille qui me dit directement qu'elle voulait rencontrer le nouveau DG. Ce à quoi je répondis que je ne le connaissais pas et que je n'avais rencontré personne sur mon passage. Elle insista en précisant que c'est un noir. Je lui répétais ce que j'avais dit et continuais mon chemin. Cette situation est symptomatique d'une pratique vieille comme le monde qui consiste à exercer une pression sur le décideur en utilisant des preuves situées au-dessous de la ceinture. Heureusement que je n'avais plus 20 ans, dites-vous. D'ailleurs, durant plusieurs semaines, je recevrai le soir à mon domicile de nombreux appels provenant de jeunes dames qui demandaient à parler au DG et qui semblaient bien le connaître. C'est à force de répondre que le DG précédent était parti que j'ai fini par avoir la paix. Fin de citation, ça c'est la page 67. On va prendre un dernier extrait, donc toujours le plaisir de partager donc justement l'ouvrage avec vous. Alors je vais aller peut-être vers la fin un tout petit peu. Allez, c'est parti. Alors là, il faut que je revienne, je suis tombé carrément sur les annexes. Page 113. Je profite de cette occasion pour dire haut et fort que je ne possède rien qui ne me vienne de revenus légitimement et légalement gagnés grâce à mon travail depuis ce jour de juillet 1967 où j'ai décidé de me prendre en main. Alors, on peut additionner le coût de toutes mes réalisations et de l'entretien de ma famille. Il n'y aura pas un centime qui soit en dépassement sur le montant cumulé de mes bulletins de salaire. Ça, c'est très important, oui. C'est fort et vous le dites avec conviction, oui. Au point qu'il y a l'ombre d'aucun doute, qui souffle sur... c'est vraiment avec une profonde conviction, comme je dis. Je vais même continuer. C'est le prix que j'ai toujours accepté de payer pour ma liberté, dites-vous, qui n'est négociable à aucun prix. Absolument. Là, on le sait avec le langage, la franchise du texte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on recommande cet ouvrage. C'est la conduite que je propose à mes enfants. La seule, à mon avis, qui permet de vivre sereinement et d'imposer un respect réciproque en toutes circonstances, quel que soit l'interlocuteur.
C'est pour ça que on vous voit, enfin l'écriture en tout cas, avec une aisance. Oui. Je veux dire, j'écris ce que je pense. Dire les choses de façon même crue, on va dire, comme ça. Oui, j'écris ce que je pense et je respecte tout le monde. Mais personne n'existe dans ma vie qui puisse m'empêcher de dire ce que je pense. Bien, mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée CBG, écrit donc par Kemoko Touré, qui nous a fait le plaisir de nous tenir compagnie pour parler de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, on vous invite à lire l'ouvrage parce qu'effectivement, on ne peut pas tout dire. Hein. Nous, on essaie de fleurer un tout petit peu l'histoire, le récit, et pour que vous puissiez vous en procurer par la suite. À présent, mesdames et messieurs, nous allons passer à la troisième et dernière rubrique de ce numéro parenthèse. Il s'agit des questions que les téléspectateurs posent à notre auteur. C'est parti. Bonjour, monsieur Touré Kemoko. Bonjour, monsieur Koné. Moi, ma question est la suivante. Je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué pendant les 4 ans, en quelques mots, hein, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué pendant les 4 ans passés à la tête de la CBG? Je dirais, la première chose, c'est la compétence technique par le travail qui a été fait par les actionnaires pour rendre capables les travailleurs de la CBG à extraire, transporter, traiter, transporter et expédier la bauxite. Ça, c'est très important, c'est le cœur du métier. La deuxième chose, c'est mon étonnement de la dégradation qui peut se produire lorsque l'appât du gain prime sur la passion du travail. Voilà, si vous voulez, les deux aspects qui m'ont le plus frappé. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais peut-être éviter de prendre beaucoup de temps. Bonjour, monsieur Touré. Bonjour. Moi, je voudrais vous poser la question suivante. Vous parlez de patriotisme économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que cela veut vous dire concrètement? Le patriotisme économique, c'est la combinaison de l'ambition personnelle de s'en sortir, de s'épanouir, de s'enrichir, si c'était votre objectif final, mais en n'oubliant jamais votre appartenance à un pays que vous avez aussi le devoir de protéger et de défendre. Bonjour, monsieur Touré. Bonjour. Alors, moi, je voudrais vous demander, s'il vous était demandé de résumer en 2 phrases cet ouvrage, mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée CBG, que diriez-vous? Je dirais que j'ai voulu témoigner d'une expérience forte, passionnante, et pour que aussi les jeunes qui sont à la recherche d'une évolution de carrière se rendent compte que tout est possible et qu'on peut aussi réussir certaines choses sans se compromettre. C'est un peu le message que j'ai voulu transmettre à travers ce livre. Monsieur Kemoko Touré, merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout pour ce numéro consacré à l'ouvrage de M. Kemoko Touré, mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro avec, bien sûr, un autre auteur. Au revoir.